Déjà, bienvenue à la conférence RH Recrutement. Le NAT, c'est le Neoma Alumni Team Support. C'est une association qui est peu connue à Neoma, mais qui a envie d'être connue. Elle a été créée par un alumni, c'est un ancien diplômé, qui a voulu coordonner la relation entre les étudiants et les alumni, puisque à Neoma, cette relation n'est pas très développée. Ce qui fait que depuis 4 ans, cette association est en train de créer des liens, faisant des conférences comme aujourd'hui, en créant des conférences dans le monde. Donc nous allons commencer maintenant la conférence. Conférence ressources humaines et recrutement. Qu'est-ce qui plaît au RH et comment se faire repérer. Donc je vais peut-être d'abord laisser nos deux intervenants se présenter de manière très brève. On reviendra ensuite là-dessus. Voilà, je m'appelle Hugo Conchon et je suis DRH dans un site industriel de L'Oréal qui s'appelle Suprocos pour Société de produits cosmétiques. C'est un site qui fabrique des produits aérosols, de styling, de mousse coiffante, là, déodorant, ce que vous pouvez voir dans une grande surface. Dans l'Aisne, à 1 heure d'ici. Je suis Arnaud Desblanques. Pour ma part, je ne suis pas un ancien de l'école, mais néanmoins, je vous adore, donc je vous fréquente depuis maintenant 6 ans. Donc la conférence va se dérouler de la manière suivante. Dans un premier temps, Julia et moi-même allons poser quelques questions généralistes à nos deux intervenants autour du thème de la conférence. Dans un second temps, nos deux conférenciers vont prendre la parole, nous faire part de leur parcours, de leurs expériences, nous expliquer en quoi consiste leur métier et comment fonctionne l'entreprise dans laquelle ils évoluent. Et enfin, nous aurons une dernière étape de questions-réponses avec vous, l'assistance. Puis, on aura un petit cocktail de Cooking Reims, qui sont nos partenaires pour la soirée. Donc, ce sera dans la salle située à la sortie. Comment nous conseillez-vous de vendre notre créativité et notre activité associative sur un CV, une lettre de motivation ou même lors d'un entretien? D'abord, il n'y a pas d'engagement associatif qui vaut plus qu'un autre. Nous tous, c'est d'arriver à expliquer ce que ça a développé comme compétence chez vous. C'est-à-dire qu'il faut passer du temps sur ce que ça développe comme compétence et en quoi ça peut vous servir dans le job pour lequel vous postulez. Simplement là-dessus, il faut passer du temps. Donc, il ne s'agit pas d'expliquer des anecdotes qui n'ont pas de sens dans l'entretien, il s'agit d'expliquer de manière concrète en quoi ça peut servir à l'entreprise. Souvent, ce que vous dites en entretien, c'est on était un groupe d'étudiants, donc il fallait arriver à faire travailler tout le monde ensemble, c'est la capacité à gérer des projets et à travailler en équipe. Ça, c'est plutôt ce qu'on entend de manière générale. Donc, oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça, il faut essayer d'aller un peu plus loin. La question est de savoir si je peux me différencier des autres. Quand vous postulez à un stage, quand vous postulez à un job, malheureusement, très malheureusement, vous n'êtes pas seul. Pour un site de 280 personnes, je retiens que vous reteniez que vous recevez à peu près 50% de votre personnel actif directement dans l'entreprise. Cette proportion, figurez-vous qu'on la retrouve à peu près dans toutes les entreprises. Que ce soit des grands groupes, des PME, des TPE. Ça veut dire, la concurrence est rude, ça veut dire qu'il faut que vous vous différenciez. Si vous vous différenciez en vous impliquant directement dans des activités connexes, bien entendu, c'est la surcouche par rapport à votre cursus académique. Ça, j'en parle même pas. Ce sont les fondamentaux, tout le monde a un tronc commun. Alors, vous aurez des chances de pouvoir parler de votre organisation, de votre implication, de votre management, de votre gestion de trésorerie, etc., etc. Et là, vous allez voir que, comme par hasard, les portes vont commencer à s'entrouvrir. Par ce biais de petits jobs, ou bien par cette vie associative, vous commencez à vous ouvrir sur le monde de l'entreprise, le rapport à l'autre. Comment il réagit, comment je peux débattre d'une idée, comment je peux en parler, comment je peux la traduire en termes financiers, etc. On en reçoit énormément des CV. Si vous voulez, le bon CV, c'est le CV qui est digeste, qui se lit facilement, duquel ressort les informations principales très vite. Et quelles sont les clés pour réussir un entretien oral face à une condition stress? 55%, c'est le non-verbal. Ça veut dire que les premières choses, les premières secondes, les premières postures, le premier regard, déjà, on va avoir une première idée de comment va se passer l'entretien. Deuxième chose, à 38%, ce qui est important, le paraverbal.
Qu'est-ce que le paraverbal? Le ton, le rythme, l'articulation, le silence, le volume. Savoir faire passer son message. Pour moi, un bon entretien, c'est un entretien où deux individus ne sont pas là pour confronter des idées, sont là pour savoir s'ils partagent une culture et si la culture du candidat conjuguée à son savoir-faire pourra être transposable chez monsieur le client. Sur le non-verbal, deux, trois petites choses. Bon, moi, je rencontre encore énormément de candidats qui viennent les mains dans les poches, avec absolument rien pour prendre des notes, et à qui on a envie de demander si ce qu'on s'est dit pendant l'entretien, ça les intéresse. Par pitié, essayez quand même de montrer un intérêt, même si peut-être qu'on n'a rien dit d'intéressant en une heure, ce que nous espérer. Premier point. Deuxième point, ça me paraît ridicule, mais faites des vraies poignées de main. Troisième point, et là ça devient un peu intéressant, essayez d'étudier le placement de table. Moi j'aime bien les candidats qui, plutôt que de se mettre de l'autre côté du bureau ou de la table de réunion, essayent de se mettre, vous savez, à 90 degrés. Et vous allez voir que tout de suite, la discussion que vous allez avoir, elle va complètement changer. Sur le paraverbal, il n'y a absolument aucun problème avec les silences. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des réponses au tac au tac. Hein. Donc si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre réponse, faites-le. On a assez peu parlé, mais la conviction, quoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Il y a des candidats avec lesquels on n'est pas d'accord sur certains sujets et qu'on recrute derrière parce que voilà, ils ont un raisonnement, ils ont des convictions, ça nous fait plaisir de voir des gens qui ont des convictions. La question suivante, qu'est-ce qu'un bon profil LinkedIn? C'est quelque chose là encore comme le CV qui est clair, succinct, robuste. Qu'est-ce que nous attendons? Eh bien, plutôt quelque chose qui soit dans la clarté du futur entretien que nous puissions avoir. Si je suis en recherche active, ce n'est pas une maladie honteuse d'être en recherche active. Dites-nous votre expérience, dites-nous ce que vous aimez, dites-nous ce que vous recherchez. Piège à éviter sur LinkedIn. Les copains de mes copains sont mes copains. Bah, pas forcément. Mais attention, ce n'est pas un réseau social. Soignez vos profils. Faites très, très, très attention à ça. Jamais de délirement. Jamais. Jamais. Social ou professionnel, jamais, jamais, jamais. Restez constructif. De toute façon, dans votre trajectoire individuelle, professionnelle, si vous ne mettez pas des barrières et si vous ne vous entraînez pas à construire votre carrière, un jour ou l'autre, vous aurez un petit problème. Moi, je vous invite vraiment, et ça passe par la e-réputation, mais ça passe aussi par les entretiens, beaucoup, beaucoup de transparence. Que pouvez-vous nous dire au sujet des tests de recrutement? Comment sont-ils analysés? Dans quel cas il peut y avoir un questionnaire de personnalité? Les entreprises aiment beaucoup faire passer le test, le questionnaire, papy, plutôt à des juniors. Vous savez comment ça se passe, le papy? On aboutit sur une rosace, et puis à partir de là, on dit vous êtes plutôt rigoureux, vous êtes plutôt teigneux, vous êtes plutôt gentil, vous êtes plutôt grand, vous êtes plutôt petit, vous êtes plutôt adapté pour telle mission, vous êtes etc., etc. Est-ce vrai? Est-ce faux? Pour ma part, je pense qu'à 95%, ces résultats sont vrais. Est-ce que c'est beaucoup utilisé? Moi, je dois dire que je n'en fais plus qu'un seul, parce qu'il nécessite d'une part une certification de celui qui fait passer le test. Ensuite, je ne le fais passer que quand le client, on lui suggère et il le souhaite. Mais sinon, ce n'est certainement pas une obligation. Par contre, vous, du côté candidat, si bien entendu on vous demande de passer ce genre de questionnaire, faites-le. Mais surtout, demandez un débrief. La fameuse rosace, il faut qu'on vous la donne, et il faut qu'on vous la commente. Parce que peut-être que ça pourra vous éclairer par la suite. Mais rien d'autre. Comment analysez-vous les candidats lors d'entretiens collectifs? Je dois dire que pour nous,
Dites-vous d'abord, première chose, que c'est au moins aussi éprouvant que pour vous, candidats. Ou bien on vous demande de vous présenter avec une image. Ah, bah j'ai l'image de kangourou, il faut que je me présente avec un kangourou, ça va être compliqué cette affaire. Eh bah si. Ou bien tout simplement c'est une mini-étude de cas, une situation, qui n'est pas forcément une situation professionnelle d'ailleurs, qui peut être une situation, j'habite avec des colocs, il y a une chambre qui donne sur terrasse, il y en a deux autres qui donnent sur un escalier, une troisième sur piscine, etc., etc. On doit se répartir les chambres, comment fait-on? Première attitude. Un peu libre, mais pas trop. Juste ce qu'il faut, la bonne dose, c'est-à-dire vous-même. Deuxième chose, de l'écoute. Et écouter ce que les autres ont à dire. Troisième chose, vous n'êtes pas sûr, ou bien vous voulez asseoir la décision d'un groupe, en reformuler, tout simplement. Quatrième chose. Eh bien, il arrive midi, et puis à midi, bah, malheureusement, déjà, il y en a la moitié de l'effectif qui s'en vont chez eux. C'est terminé pour eux. Désolé, au revoir. Dites-vous que pendant tout l'entretien collectif, vous serez absolument observé. Tous les points qu'on a vus ce soir, la posture, le verbal, le ton, le volume, l'argumentaire, la motivation, toutes ces choses-là seront systématiquement observées. Alors c'est un peu intimidant parce que vous avez trois chargés de recrutement devant vous, vous avez peut-être un RH qui accompagne et puis vous avez peut-être un opérationnel. Qu'est-ce que le personal branding? Comment développer sa propre marque? Ça c'est... J'ai envie de dire c'est très personnel. J'ai envie de dire chacun peut le faire, il n'y a pas des stéréotypes. Quelle stratégie adopter dans le choix de ces stages? Comment les vendre par la suite? Et avez-vous le droit à des erreurs de parcours et comment les corriger? Je vais commencer par la fin de la question. Oui, vous avez le droit à des erreurs de parcours, mais s'il vous plaît, une fois, au-delà, c'est un peu gênant. Ça commence à devenir gênant. Moi, je voudrais insister sur un point. En première année, on vous demande un stage qui est de, je ne sais pas combien, 12-15 semaines, quelque chose comme ça. Ne vous mettez pas une pression complètement inutile. Le stage de première année est là pour vous faire découvrir les rouages de l'entreprise. Après, est-ce qu'on peut se tromper les années suivantes? Bah, Dieu merci, Neoma ne se fait pas en 17 ans et demi. Donc il va falloir quand même se décider. Les stages suivants seront des stages plus longs, 6 mois. Et quand, après, vous allez postuler dans un job, la question immanquablement du recruteur, quelle est votre expérience en la matière? Il faut que vous puissiez illustrer via des expériences vécues en stage ce que vous avez envie de faire et qu'il y ait convergence vers un projet professionnel établi. En fait, j'ai deux éléments. D'abord, on sait que le problème des écoles de commerce comme celle que vous faites, c'est qu'à la fin du cursus, on a touché à beaucoup de choses et la dimension de spécialisation, elle est quand même assez peu présente, même si c'est un établissement qui se développe. Moi, j'ai tendance à dire qu'on sait un peu tout faire, donc qu'on sait un peu rien faire. Tout ce que vous pourrez apporter comme élément de spécialisation, tout ce qui pourra vous montrer vous apporter des compétences dans une voie bien particulière et bon apprendre. Après, je veux dire, calmons-nous. Je suis rentré au CESEM en 2006 et j'ai fait mon stage en France dans une boîte qui vendait des bombes d'équitation de luxe, je faisais du sport marketing. Et ensuite, quand j'étais en Allemagne, j'ai fait un stage de 6 mois dans une boîte qui vendait des liens hypertextes dans une start-up à Stuttgart. Rien à voir avec les ressources humaines.